Donc sans écarter le sens premier de la tragédie, nous partirons de la définition du sens commun. Nous allons montrer que le sentiment de beauté peut s'accommoder du tragique et parfois même y prendre racine. Partons de notre expérience. L'expérience de la présence d'un objet ou d'un événement tragique, douloureux, peut susciter des réactions contradictoires. La répulsion, la fascination, mais aussi l'expression de la beauté. Cette expression, cette fascination n'est pas toujours directement liée à la beauté. Platon, dans la République, livre 4, il nous conte l'aventure de Léontios s'en revenant du Pirée, longeant le mur nord et découvrant les cadavres des suppliciés à mort, et qui éprouve à la fois une fascination, une aversion, et en même temps un désir assez irrépressible de regarder. Ce qu'on appellerait aujourd'hui, de manière contemporaine, du voyeurisme. Il finit par s'exclamer « Voilà, pour vous, génie du mal, rassasiez-vous de ce beau spectacle. » Alors, la réflexion de Platon, elle n'est pas esthétique. Elle est plutôt morale, elle est liée à l'exposé de la tripartition de l'âme, de sa thèse de la tripartition de l'âme. Mais on pourrait, dans l'art contemporain, évoquer la plastination des corps de von Hagen, par exemple, qui pourra nous ramener à cette thématique. Donc nous avons ici une difficulté. Comment peut-on éprouver du plaisir esthétique face à un spectacle tragique au sens large? Comment l'esthétisation du tragique, de l'horreur, peut-elle susciter un plaisir distancié? On va prendre ici une référence littéraire, l'Incipit de l'Assommoir de Zola, qui scelle dès les premières lignes le fatum de Gervaise entre l'hôpital et le cimetière. Le roman a été qualifié de laid par ses critiques à l'époque de sa parution. Pourquoi? Parce qu'il dépeignait une laideur sociale. C'est vrai que la vie de Gervaise est misérable. Mais en même temps, on ne peut pas dénier à ce roman une beauté esthétique. Donc comment éprouver du plaisir esthétique devant le tragique? Aristote nous donne une piste de solution. Quand il écrit « Nous avons plaisir », c'est au livre 4 de la Poétique, « Nous avons plaisir à regarder les images les plus soignées des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité. Par exemple, les formes d'animaux parfaitement ignobles ou des cadavres. La raison en est qu'apprendre est un plaisir non seulement pour les philosophes, mais également pour les autres hommes. » Alors s'agit-il d'une émotion esthétique ou d'un plaisir cognitif? Carole Talon-Hugon, dans son histoire personnelle et esthétique des arts, plaide plutôt pour un plaisir cognitif. Il y aurait donc une esthétisation des émotions, une catharsis comme expérience émotive épurée. Alors pour comprendre ce que veut évoquer Aristote, il faudrait revenir rapidement sur la notion de mimésis, capitale pour appréhender la poïétique et d'ailleurs les arts visuels, selon les trois modalités des moyens, le rythme, la mélodie, le langage, celle de l'objet, l'homme en action, plus ou moins noble, ce qui pourrait nous ramener à la tragédie au sens classique du terme, et puis la manière, c'est-à-dire la narration ou la description directe, ce que l'on a dans la tragédie. Dans son écrit, Aristote, se démarquant de son maître, réhabilite une ontologie du sensible. C'est pour ça que cette mimésis, utilisée dans son analyse de l'art, ne peut pas être comparée à une simple copie. Certes, c'est un emprunt au réel, bien un homme ou des hommes ou des femmes en action, mais elle donne naissance à une fiction. Ce qui nous implique de penser le rapport du réel à sa représentation et le rapport de la création et de la réception de la beauté. Ça, c'est important pour comprendre comment nous pourrions éprouver de la beauté par rapport au tragique. Parce que la fiction ne s'oppose pas au vrai, mais plutôt au réel. Dans un système platonicien, elle s'opposerait en effet au vrai. Donc, un être de fiction n'est pas faux. De même, pour l'émotion ressentie, elle ne sera pas fausse. Et cette distinction entre un être faux et un être réel, elle est importante pour saisir la signification de l'expression esthétique et puis le rapport de l'objet tragique au sens large, c'est-à-dire la condition humaine, les événements négatifs et notre finitude.
En suscitant la pitié et la frayeur, la tragédie réalise une purgation de ce genre d'émotions, nous dit Aristote toujours dans la poétique. Il précise, en quelques lignes, dans un autre ouvrage politique, une sorte de purgation, un soulagement mêlé de plaisir. Alors, il était, je crois, prévu qu'il évoque au livre 2 une analyse plus poussée de la catharsis, livre qui aurait été perdu. Alors, revenons à notre expérience. Qu'éprouvons-nous devant un objet tragique esthétisé? Qu'éprouvons-nous devant l'aventure d'Oedipe, de Médée, de Phèdre, ou des héros de Ciel, de Wachimawa, par exemple? Qu'éprouvons-nous devant le Laocoon et devant le supplice de Marsyas, de Titien? Nous n'éprouvons pas une émotion de la vie ordinaire. Pourquoi? Parce que les objets sont fictifs, et nous le savons. Nous suspendons donc notre crédulité, nous jouons le jeu. Et en même temps, nous savons que nous n'avons affaire qu'à une représentation. Donc nous jouons à croire. Nous ne voyons pas des acteurs, nous voyons Oedipe, Médée, incarnés. Nous ressentons des émotions tragiques et un sentiment de beauté, d'autant plus vif que la fiction est vraisemblable. Si elle n'est pas vraie, elle n'en demeure pas moins vraisemblable. Mais il ne s'agit pas d'une émotion de la vie ordinaire. Elle est moins fortement ressentie. Elle n'a pas l'engagement existentiel que nous éprouverions, nous, s'il nous arrivait ce qui arrive à Oedipe ou à Médée. Elle est moins durable également. Elle durera le temps du spectacle, peut-être quelques heures après. Et puis, elle n'est pas involontaire. On ne va pas à un spectacle, à une tragédie, comme on va faire ses courses. On s'y prépare. Donc, on a des émotions fortes, certes, mais qui sont plus maîtrisables et plus contrôlables, et qui sont moins bouleversantes. Dans la vie réelle, les passions et les affects sont cognitivement anesthésiants. Je reprends de nouveau les propos de Carole Talon-Hulon, et ils envahissent la conscience. Or, il n'y a pas de contemplation possible de la beauté tragique par une conscience qui serait envahie par ses affects. Il n'y aurait pas cette distanciation. Donc, cette catharsis qui permet l'expression de la beauté à travers le tragique, elle est un plaisir esthétique sur la forme, comme nous allons le voir maintenant, mais elle l'est également sur le fond. Pourquoi? Parce que les héros tragiques sur la scène nous rappellent notre propre condition tragique, notre inadéquation fondamentale entre désir et réel, notre finitude, notre angoisse. Ça ramènerait également ce qu'a évoqué ma collègue juste avant moi. Mais c'est sur la forme également que nous pouvons faire porter notre attention. Et revenant ici au tragique au sens large, nous pouvons dire que le plaisir porte plus sur la forme que sur l'événement ou sur l'objet représenté. Et de nouveau se pose une difficulté à nous. Comment le déplaisir, par rapport à l'objet réel, devient-il plaisir et expression de beauté quand il est représenté? Il y aurait un effacement du sujet au profit de la manière, de l'objet au profit de la manière. Ce que l'on pourrait appeler une conversion du regard, du contenu, vers les formes pures. Et cette idée pourrait nous ramener vers deux auteurs, Diderot et Kant. Quand Diderot évoquant dans le salon de 1763 l'arrêt de Chardin, il écrit la chose suivante. L'objet est dégoûtant. J'imagine que vous voyez à peu près le tableau de Chardin, l'arrêt. C'est une nature morte avec une raie très très belle d'ailleurs. L'objet est dégoûtant, mais c'est la chair même du poisson, c'est sa peau, c'est son sang. L'aspect même de la chose n'affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau quand vous irez à l'académie et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures. Dans un texte de 1763, c'est-à-dire 27 ans, je crois, avant la critique de la faculté de juger de Kant. Partons là encore de notre expérience dans les musées. Ressentons-nous souvent de l'indignation ou un malaise profond lorsque nous sommes devant des tableaux effroyables, tragiques? En général, non. Notre attention est essentiellement esthétique et elle porte sur la qualité formelle de l'œuvre.
Une anecdote est rappelée par Jean de Dieu, élève de Puget. La reine Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, face au tableau de Puget, justement, Milos de Crotone, qui se serait écrié « Oh, le pauvre homme !» Il ne s'agissait que d'une représentation, ça n'avait pas de sens. Bon, néanmoins, est-ce que lorsque nous regardons un film, nous n'éprouvons pas parfois nous-mêmes une empathie réelle face aux héros? C'est peut-être propre aux médias modernes de communication de l'art. J'y reviendrai par la suite. Donc, le plaisir esthétique, pris à la représentation tragique, est-il toujours si pur? C'est la question que j'aimerais que nous examinions maintenant. Prenons référence au spectacle romain du cirque, prenons référence aux tueries cinématographiques, je pense à Orange Mécanique de Kubrick par exemple, ou encore Plastiné de Van Hagen. Ces expériences peuvent nous interroger. Parce qu'il y a une marge entre la réalité et sa représentation qui est flottante. Il n'est pas si évident finalement de distinguer très nettement, ontologiquement, la représentation et le réel. D'ailleurs, la représentation est elle-même réelle en tant que fiction. Donc on a ici une marge assez flottante et il se pourrait que le sadisme soit parfois prêt à affleurer derrière le plaisir esthétique. Alors, la pensée classique avait fixé des limites à l'esthétisation du tragique, ce que rappelle Édouard Roger-Halleux dans un beau texte sur l'esthétisation du négatif qui était paru dans la revue de la PEB il y a quelques années. Et ici, on pourrait penser à ce que disait Kant dans la critique de la faculté de Gégé, paragraphe 48, lorsqu'il écrit « Les beaux-arts montrent leur supériorité précisément en ceci qu'ils procurent une belle description des choses qui, dans la nature, seraient laides ou déplaisantes. Les furies, les maladies, les dévastations de la guerre, etc., peuvent, en tant que réalité nuisible, être de très belles manières décrites et même représentées par des peintures. Seule une forme de laideur ne peut être représentée de manière naturelle sans faire disparaître toute satisfaction esthétique et par conséquent la beauté artistique. Il s'agit de celle qui suscite le dégoût. » Alors ici, en quoi le tragique peut-il parfois amener au dégoût plutôt qu'à la beauté? Kant veut nous dire ici qu'on peut susciter de la compassion devant le tragique, mais qu'on ne doit pas susciter de la répugnance. Ici, l'analyse est plus normative, voire axiologique, que descriptive. L'abjection ne peut pas être l'occasion d'une expérience esthétique. Pourquoi? Parce qu'elle empêcherait cette abjection, la conversion esthétique. Dans l'œuvre d'art, il y a une promesse plus ou moins implicite, nous dit Kant, une promesse de satisfaction. Alors, c'est comme cela que Kant définit la beauté, c'est une des manières dont il la définit. Le beau est ce qui est reconnu sans concept comme l'objet d'une satisfaction nécessaire. S'ajoute à cela, bien sûr, le désintéressement, la finalité sans fin. Donc, la représentation de l'abject, on pourrait ici parfois rapprocher l'abject du tragique, détruit cette promesse de satisfaction. On aurait ici de l'aversion. C'est parfois le problème que peut rencontrer ce qu'on appelle l'art réaliste. Je pense notamment aux actionnistes viennois, par exemple, qui, dans les performances qu'ils peuvent développer, peuvent nous mettre face à ces difficultés. Je pense, par exemple, à ce photographe américain qui produit de très belles photos d'enfants qui dorment, des photos d'une très grande esthétique, une très grande maîtrise, qui nous font éprouver de la beauté, jusqu'à ce que l'on apprenne que les enfants ne dorment pas. Ils sont morts. Les photos ont été prises dans une morgue, avec l'accord des parents, des médecins, etc. Le sachant, allons-nous éprouver de la beauté? Difficile à dire. Ce que nous trouvions beau 5 minutes auparavant, avant de savoir, on ne le trouve plus beau
on ressentirait une sorte de culpabilité, presque peut-être, à le trouver beau. Esthétiquement, selon les formes, oui, c'est beau, c'est de très belles photos, de très belle qualité. Je ne suis pas un spécialiste de la photo, mais on a un très grand photographe américain, je n'ai plus le nom en tête, il m'échappe. Par contre, sur le fond, se joue quelque chose qui nous empêche d'éprouver de la beauté. Donc, pour conclure, on peut dire que les arts traditionnels avaient affronté le défi de la représentation du tragique. Parfois avec brio, hein, y compris dans ce qu'on peut voir de plus tragique, la guerre par exemple. Hein. Je pense aux peintures de Goya, d'Otto Dix, ou au roman d'Ernst Junger par exemple. On conservait une distance entre l'objet et sa représentation. Mais les nouvelles formes d'art, à partir du XXe siècle, la photo, le cinéma, les performances, ont bouleversé la question du dégoût et de l'horreur et notre manière d'appréhender le tragique. Pourquoi? Parce que l'effet de réel accentue l'impact affectif et parfois insoutenable. D'ailleurs, la question de la beauté elle-même va s'en trouver remise en question hein, dans certaines avant-gardes hein, surréalistes, Reilly-May, je pense à Duchamp par exemple, hein, qui vont placer la question de la beauté au second plan. Donc, on aura peut-être plus affaire à une exposition du tragique et non plus à sa représentation. On aura peut-être plus à faire, je laisse ça à notre interrogation, elle reste ouverte, hein, plus à une régression qu'à une sublimation. Une régression à la fois axiologique, parce qu'elle peut porter sur la morale, hein, dans les représentations artistiques que l'on pourrait se permettre, et puis normatif, hein, par rapport notamment à l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, pourrait-on encore parler de tragique dans ce cas d'œuvre, ne serait-ce pas plutôt du pathos, ce qui n'aurait pas été sublimé? Voilà, je vous laisse sur cette interrogation. Je remercie de votre attention.